Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 12 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment du Grand Prix de République tchèque qui s'est tenu ce week-end. Comment ça va, Steph ? Ça va, j'ai suivi ça. Je suis encore tremblant de tout ce que j'ai vu. Ce vaudeville, mais on va le développer. Eh bien, on va attaquer tout de suite avec quelques news, notamment Moto 3, où Enea Bastianini, donc notre pizzaiolo préféré, va passer chez Léopard en 2018. Il sera raccord avec son motif sur la tronche. Il a deux belles taches. Impeccable. Alors il y a aussi pas mal de signatures, puisque évidemment la pause estivale oblige, tout le monde discute un petit peu entre les grands prix, mais voilà, donc quand on se retrouve au paddock, ça signe. Donc KTM a confirmé avec Ayo le partenariat de la fourniture châssis en Moto 2, et il garde le line-up actuel avec Oliveira et Binder. Et malheureusement pour Tech 3, on va avoir Vieré qui va partir pour Dynavolt la saison prochaine, et aussi Luca Marini qui a signé chez VR46, donc le demi-frère dans l'écurie du frangin. J'ai vu une mention atroce sur le web, il parle du demi-frère utérin. C'est pour dire que le demi-frère via ça, c'est dégueulasse. Mais je pouvais pas ne pas le dire. Je veux propager la saleté que j'ai vue sur le web, le demi-frère utérin. Demi-frère tout court, ça suffit. Non, mais du côté de la mer, ou je sais pas, mais tu vas pas nous faire un truc à la boucherie charcuterie. Un demi-frère par le père, tu dirais ça comme ça. Tu m'as vu venir. Bon, pour ne pas avoir à couper au montage, on laissera à l'auditeur le soin de compléter. Tu as 2-3 petites news MotoGP ? J'ai la news Jean-Claude Duss, parce que c'est le nouveau nom de marque VDS, vu qu'ils font des manigances pour conserver Miller, alors que beaucoup d'observateurs, et moi j'ai repris ça au pied de la lettre, disaient Miller chez Aprilia signé, que dalle, c'est encore en discussion. Donc ils font un... Ah au fait, non mais t'en vas pas, on s'est mal compris. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme horreur déjà, marque VDS Marque VDS, aujourd'hui, ils ont annoncé, donc Morbidelli, ça c'est sûr, c'est signé, il vient pour la saison prochaine, donc en 2018, mais alors on a notre allemand volant Stefan Bradl, qui revient dans le jeu, et voilà. A priori, ils ont 2 motos, mais ils sont en discussion avec 7 ou 8 pilotes pour leurs 2 motos. Et ils ont confondu avec l'endurance, en fait, faut leur dire qu'il n'y a pas de relais. Non, je crois que c'est ça, en fait, ils ont une moto et ils changent de pilote à mi-course. Mais c'est le flag to flag de ce week-end qui les a mis dedans, ils ont dit attends, on change. Mais attends, c'est Suzuki. Oui, c'est bon. On peut en prendre 2 fois plus. Vas-y. Puis un rechange des fois que pour faire les 24 heures. Il tapine quoi. Il va y avoir des annonces à mon avis assez vite. Donc oui, il y avait des essais aussi aujourd'hui. Oui, au lendemain de Brno, ils n'ont pas laissé refroidir les gommes, puisque je sais plus si tout le monde a tourné, mais beaucoup de gros ont tourné. Tout le monde, Niveau esthétique, on peut appeler ça comme ça, Dovi a enfin testé les nouveaux carénages. J'en sais pas plus sur les résultats qu'il y en aura, mais Vignales a aussi arboré un nouveau carénage que j'ai moi tout de suite mentalement mappé sur la ZZR 1400 qui est une hyper routière Kawa, avion de chasse, l'équivalent de la Yabusa de chez Kawa avec des trucs à la Testarossa devant quoi. Ouais. Et a priori je l'apprends là, mais je l'ai appris par le tweet clash gentil de KTM, serait identique à ceux de KTM. Et donc la dite écurie KTM remercie avec un gros clin d'œil Yamaha, ils écrivent thanks for copying. Donc grosse inspiration. Grosse inspiration. On verra si c'est efficace. A priori, quand même, ça marche pas trop mal, puisque devine qui est devant tout le monde aux essais. Mais c'est le natif de Tavulia, comme disait le commentateur. Oui, c'est Valentino qui a claqué, la pendule il a essayé juste aussi avant des trucs. de s'arrêter. Il a essayé pas que ça, il a essayé une fourche carbone. Alors, est-ce que c'est ça? Donc, j'ai l'impression que c'était un peu les puces moto. C'était Daffy Moto là. Les puces d'Elbeuf, mais à Brno quoi. D'accord. Vas-y, mets-moi une fourche machin, puis les jantes lenticulaires et tout. On est assez partisans de VR46 pour le signaler. Il a fait les meilleurs temps aux essais, même si on n'est pas les derniers à rappeler que ça veut rien dire. Et voilà. Mais bon, quand c'est Valentino, ça veut dire quelque chose. Voilà. C'est tout. Je m'arrange avec la honte, comme disait Coluche, je traite directement.
Donc on va parler tout de suite des essais Moto 3 où c'est Gabriel Rodrigo qui a pris donc la pole, le pilote argentin sur KTM. Deuxième temps Romano Fenati, troisième temps Juan-Fran Guevara, quatrième temps Mir, cinquième Boulega, sixième Ben Snyder. On avait Canet un peu loin avec le 17e temps des qualifs. En Moto 2, c'est Mattia Pasini qui mène la meute, le pilote italien sur Calex, suivi d'Oliveira sur KTM. On a ensuite Morbidelli, Bagnaia, Navarro et la deuxième marque VDS pilotée par Marquez. Lutti était un tout petit peu plus loin puisqu'il était sur le 11e temps et était un peu loin sur la grille. Donc en GP alors, qui s'est donc passé? Pour faire dans le chronologique et parler des trucs qui servent à rien, enfin pas que à rien parce que ça sert pour la Q2, FP1 et FP2 ont respectivement été wet et sèches. Donc Zarco s'est montré sous un bon jour. Il semblait à ce moment-là qu'il était bien. Rossi aussi, pour un Rossi, il était bien parce que bon, pas Gégène le vendredi, mais dès le samedi, il était à l'abri en s'étant mis en place pour être en Q2. On verra après qu'il a pas mal gazé le garçon. Côté petit cancan qu'on a évoqué déjà avec les essais de Dovi aujourd'hui, en fait, dès les FP, il y avait Lorenzo et Petrucci qui ont testé les carénages. Alors, on n'en parle pas trop parce que on va encore vanner, mais c'est d'une laideur certaine. Ça n'engage que moi. Ça fait penser aux requins un peu, les espèces, ou au marteau, je sais pas quoi qu'ils avaient montré un peu plus tôt au requin marteau, tout début de la saison. Ouais. Ils avaient fait l'impasse dans l'équipe de Dovi. Je suppose que c'était aussi pour se concentrer sur un setup plus simple et pas mélanger trop de choses, vu qu'il n'était pas en recherche. Il n'était pas en recherche d'une bouée de sauvetage. Lorenzo, lui, tout est bon à prendre pour lui. Donc, enfin, c'est pas une critique, on va taxer d'anti-lorenzisme, mais il a besoin de confiance, donc faut tester. Hein. Ouais, un peu comme tu sais les chiens ou les chats quand ils font 15 fois le tour de l'oreiller avant de se mettre dedans là pour trouver la bonne position. Mais c'est des détails comme ça qui peuvent changer beaucoup de choses. C'est ce que disait Colin Edwards qui était interviewé chez BT Motorsport, le podcast. Dans le cas de Lorenzo qui est très cérébral, ou qui a besoin d'être très bien, tout léger changement au niveau du feeling en positif sur l'avant, ça peut le faire passer du fond de grille au top 3 en fait, puisque si t'es Lorenzo unleashed entre guillemets, pour parler anglais, il est très 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 fort, ça on le sait à cause de ses titres passés. Pour revenir à la FP3, il y a eu un souci parce que Bautista s'est mis au tas suite à une défaillance de sa machine, mais au moment où sa machine a commencé à perdre des choses sur la piste, je dis des choses parce que beaucoup de monde a parlé d'huile, a priori, pour la petite histoire, ce serait pas de l'huile parce que on a vu longuement, moi j'ai regardé ces qualifs là, la safety car et entre autres Capirossi qui est venu scruter chaque centimètre carré de la zone, a priori il y avait plus rien, donc ça devait être du liquide de refroidissement qui s'est évaporé. Il s'est évaporé assez vite. Bon, le résultat est le même parce que Marquez et Crutchlow sont pris des grosses boîtes, si grosses d'ailleurs que Crutchlow, maintenant on le sait, s'est fracturé une vertèbre. Alors il fait le distinguo sans déplacement. Parce que c'est toujours le truc, je cours quand même, parce que les fractures, on va dire, clean, les fissures, passe-moi l'expression, j'ai en tremble rien que de parler, bah le mec il court quand même, quoi. Parce que les médecins peuvent pas lui dire non. Donc c'est un peu, voilà. Roulette russe avec 5 balles dans le barillet, c'est local en même temps. Donc après pour des choses un peu moins négatives, les bonnes surprises de la FP3, Baz et Espargaro, celui d'Aprilia, donc Aleix de son prénom, qui sont directement en Q2. C'est pas courant, donc ça mérite d'être cité. Par contre, Zarco s'est aussi fait son nid, mais Folger a eu un souci, ça a bredouillé un peu, je crois, dans les confs bécanes ou dans les choix, ou ah oui, je crois que Folger citait le fait qu'il s'est fait niquer sur les timings sur son dashboard et il a cuté son tout dernier tour qu'il pensait être le meilleur à 2 secondes. Il s'est fait drapeau adamiéisé alors qu'il pensait faire un dernier tour de ouf. Il pensait faire un dernier run et du coup non. Et l'histoire a montré avec les pendules qu'il a claqué que je pense que c'était pas du flan ce qu'il raconte. Donc en Q1, qui est-ce qui arrive à s'extraire? Ça n'a pas arrêté de se changer le top 2 ou 3 et donc Folger a failli passer, mais ça c'est le failli qui compte parce que c'est Petrucci et Bautista qui tirent les marrons du feu. Iannone, l'homme plus rapide que Vignales, on peut le rappeler, il était déçu à juste titre parce qu'il est 10e temps de la Q1, donc il est très loin. L'histoire va montrer que ce n'est pas fini ces emmerdes. En Q2,
Les Honda, limite finger in the nose, même si le Marquez nous l'a fait à la dernière minute. Ce que je remarque en toute partialité, c'est aussi que Rossi, encore une fois, pour un gars qui est du dimanche, se place bien. Il est dans le coup. Donc le petit truc à la Hitchcock avec tout ce qui se passe dans les 2 dernières minutes et les gens qui font des tours de ouf, c'est Marquez qui coiffe tout le monde devant Rossi et Pedrosa. Donc, Rossi a tellement l'habitude d'être 12, 14, 16, 8, vendredi il était loin, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé, il était pas au mieux. Dixit, sa team, il essayait des trucs toujours très vagues, mais bon. Ouais. Il vaut mieux dire trucs, ouais. Voilà, des trucs, on sait pas si c'est des réglages ou des pièces. Ensuite, en deuxième ligne, il y a Dovi, Crutchlow et Lorenzo, qui est pas si mal pour un Lorenzo. Je veux dire, vu les manques de feeling dont il se plaint. Vignales, troisième ligne. Alors Vignales, il a beaucoup trépigné dans le box. On l'a vu faire des gestes d'humeur avec ses mécanos. Et il faisait du gna-gna-gna. Hein. Bon, c'est l'âge aussi qui veut ça. Je pense que Rossi a passé l'âge de trépigner, mais Vignales se plaignait beaucoup de l'arrière. Troisième ligne, c'est pas si mal. Petrucci ensuite et Bautista pour fermer la troisième ligne. Zarco fait 10, donc c'est pas génial. Et Baz 12ème. Bon, il était en Q2, c'est bien, mais il est à la fin de la Q2. Rins 13ème. Alors pourquoi on le cite? Parce que Iannone fait 20ème. 3 petits points. Bon, on va pas s'acharner. On frappe pas un amateur. S'acharner, enfin c'est pas s'acharner. Rins, il a quand même été blessé une grosse partie du début de saison. Il revient de blessure. Il est. Je disais, on va pas s'acharner sur Iannone parce que c'était Rins 13 et Iannone 20. Bon, mais moi je m'acharne sur Iannone. Ah non, mais chacun son tour. En fait, good cop, bad cop, mais tu vois bien. On peut pas être tous les deux habitués, sinon on va avoir des problèmes avec le CSA, tu comprends. Tu peux dire ce que tu veux, là. Iannone, il est pas bon, enfin. Ouais, mais je te rappelle quand même qu'Iannone est plus rapide que Vignales. Oui, il faudrait qu'il soit plus rapide que Rins déjà. Oui, mais bientôt ça va être. Mais les gars, je prends pas un tour quoi. Donc, prochaine excuse. Je suis dans le même tour que vous, c'est bon. Voilà, c'est pour moi, c'est gratuit. Je lui laisse s'il veut les droits d'auteur, c'est cadeau. On va passer aux courses. Yeah. MotoGP World Championship about to start. The gloves are off and we are racing. Yeah. Donc on passe au dimanche. Alors, ça commence par le Moto 3 comme d'habitude, où ça va courir sur le mouillé, c'est-à-dire que tous les warm-ups sont faits sur le mouillé. Alors ça part plutôt bien pour la première ligne. Alors il y a une chute au virage 3 du premier tour pour le français Danilo et Maria Herrera. En fait, Danilo il va accrocher la corde et il va emmener Herrera dans sa chute. Pas de bobo, mais course finie. Bon, le français il va admettre assez vite son erreur et s'excuser auprès de la pilote espagnole, mais bon voilà, ça c'est fait. On a un bon petit paquet qui se forme avec Ramirez, Rodrigo, Guevara, Ben Snyder, Fenati, donc tous ceux qui étaient entre guillemets pas trop mal placés sur la grille. Il y a un départ anticipé pour Pagliani, donc qui va faire son petit ride-through avec les conditions un peu mixtes, c'est-à-dire que la piste elle est quand même un petit peu en train de sécher, les rythmes sont un petit peu moins homogènes que d'habitude et bizarrement il va quand même y avoir des petits écarts qui vont se créer entre les pilotes et on a surtout donc Ben Snyder, Guevara et Mir qui vont réussir à se détacher un tout petit peu et on a quand même des pilotes qui n'ont pas réussi à accrocher le bon wagon, notamment Canet, Mignot, Boulega, Bastianini qui naviguent donc entre la 15e et 20e place, ça fait un peu loin de la tête et on a le Thaïlandais Atirat Fuvapat qui s'invite dans le groupe de tête, mais c'est bien Guevara et Ben Snyder qui se montrent les plus à l'aise sur les conditions un peu piégeuses. Donc on a notre petit groupe de derrière qui remonte petit à petit, qu'à 10 tours de l'arrivée, c'est le groupe groupe de Canet principalement. Il se rapproche du top 10 et Fenati et Mir commencent un petit peu à s'échanger les places 3-4 puisque voilà, là maintenant que la piste est un petit peu sèche, ça remet tout le monde à peu près au même niveau et les conditions s'améliorent et ça permet en fait de faire une jonction à 4, c'est-à-dire Ben Snyder, Guevara, Mir et Fenati. Alors Fenati va prendre les commandes un petit peu tôt à 6 tours de l'arrivée et derrière Canet il entame une très très grosse remontée. Il est 5e à 3 secondes du groupe de tête, donc à 6 tours de l'arrivée. Ça peut paraître un petit peu loin, mais on va voir en fin de course qui va réussir à bien remonter. Alors en tête, on retrouve des conditions assez classiques, c'est-à-dire Mir qui se montre, Fenati qui passe souvent devant.
Et donc c'est finalement Mir qui va prendre la tête à 4 tours de l'arrivée et qui va creuser tout de suite un petit écart. Mais Fenati va revenir derrière pour raccrocher. Et on a Canet qui remonte sur Ben Snyder et Guevara. Alors le mano à mano Mir-Fenati, ça va durer à peu près 2 tours. Et Canet, il va croquer les deux pour prendre la 3e place. Et devant, donc Fenati va pas réussir à reprendre Mir qui va faire un très très beau dépassement. Je crois que c'est dans l'avant-dernier tour où il va prendre la tête. Et le dernier tour, il va être vraiment énorme sur certains freinages puisqu'on voyait Fenati vraiment très très proche de le reprendre, mais il a jamais réussi vraiment à recoller. Donc Mir qui gagne, Fenati 2e et on a Canet qui complète le podium, Ben Snyder qui fait 4, Guevara 5 et McPhee 6. On va passer à la course Moto 2 qui a été un petit peu plus je dirais pas animé, mais ça a été un petit peu le bazar. Alors pour le coup, la piste ayant séché, ça part en conditions sèches. On a Oliveira, Pasini, Bagnaia, Morbidelli, Marquez, qui partent tous très très bien. Et Vieret qui remonte assez vite dans le top 10. On a Pasini qui crée assez vite un petit écart sur Morbidelli. Et on a Lutti qui se replace aussi dans le top 10 petit à petit. Par contre, dès le 6e tour, on va avoir les premières gouttes de pluie qui vont tomber. Et après, donc les bras des pilotes commencent à se lever donc pour indiquer que les conditions de piste sont un petit peu compliquées et deviennent piégeuses. Donc la direction de course va sortir le drapeau rouge, donc tout le monde au stand. Et donc ça va repartir pour 6 tours en pneus pluie, en prenant le classement du dernier tour complet, c'est-à-dire le 7e pour base de grille de départ. Donc ça nous donne Pasini, Morbidelli, Oliveira en première ligne, Bagnaia, Marquez, Binder en 2e, Lutti, Vieret, Marini en 3e ligne. Donc là, le départ, il va être un petit peu particulier puisqu'on va avoir Lutti qui va littéralement exploser de la 3e ligne pour prendre la tête dès le premier virage. Il va être suivi par les deux VDS et Pasini, qui était dans le groupe de tête, chute assez vite donc dans cette 2e course qui s'apparente entre guillemets à un sprint. Et on a Morbidelli qui est quand même pas bien dans son assiette pour le 2e départ, contrairement à Marini et Vieret qui sont 5-6. Donc eux, ils continuent sur la lancée de leur première course. Lutti creuse l'écart en tête, donc ça va être impossible pour les autres de revenir sur lui. Marquez 2, Oliveira 3, avec des écarts entre eux qui sont assez importants. Et Morbidelli, qui galère toujours à la 8e place. Petite mention spéciale pour Joe Roberts, qui a remplacé Yoni Hernandez, qui est 12e, et Rémi Gardner sur Tech 3, qui est 11e. Donc Lutti gagne sans être inquiété, comme je l'ai dit. Marquez prend la 2e place. Oliveira 3. Marini finalement termine à la 4e place, Vieret 5 et Corsi 6. On a Bagnaia 7, Morbidelli 8, donc assez loin, Gardner 9 et Robert 10. C'est une course qui a été quand même très très courte, puisque 6 tours c'est quand même pas terrible pour pouvoir juger, mais bon c'est ce qui donne ce résultat. Côté Frenchie, on a Quartararo qui fait 20, donc il a été brièvement dans le coup au tout début de la 2e course, mais ça s'est vite effiloché pour terminer à la 20e place. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça m'a vraiment fait penser aux matchs de Grand Chelem qui sont arrêtés à cause de la nuit. Et le lendemain, les mecs qui viennent, il y en a un qui mène 5-4, service à suivre, et s'il met son jeu, c'est fini. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Après, c'est la règle. Je dirais. Ouais, c'est ça, c'est la règle. À partir du moment où la piste est dangereuse, voilà, si t'es le meilleur à ce moment-là, tu gagnes. Ça laisse une impression bizarre, mais. Ouais, mais Lutti, il a vraiment très très bien maîtrisé sa course 2. Ça, c'est, ah oui, ça, non, mais je suis super content pour Lutti en plus, parce qu'il a quand même un historique. On l'avait cité à quelques podcasts auparavant. Oui. C'est quand même le Warrior, quoi. Ouais, c'est clair. Ça fait des années et des années qu'il zone, entre guillemets. Donc il fait des super trucs et je suis content pour lui. C'est juste sur le principe. Bon, on passe à la course MotoGP. Yes, elle a pas été dommage non plus la course MotoGP en termes de rognure d'ongles et d'Hitchcock de pacotille, parce que elle est partie en déclaré wet. Donc flag to flag. Lorenzo nous fait plaisir finalement, parce que malgré toutes les vannes qu'on sort sur lui, on est content quand il se montre. Et là, il part tellement fort que je me suis dit, mais c'est bien lui. Oui. Rossi était plus en dedans, je trouve qu'à un moment il se retrouve 6 puis 4, alors qu'il partait de 2. Lorenzo, comme on l'a cité, il prend à un moment les commandes devant, dans l'ordre. À ce moment-là, Marquez
Dovi, Rossi, Vignales et Pedrosa, donc pas beaucoup de surprises sinon pour les suivants. Tout le monde est là chez les gros. Alors, Rossi tarde pas trop à revenir en deuxième place. On se prend à rêver d'un espèce de remake pas sur les mêmes machines ou un truc attendu depuis longtemps finalement et qui n'a jamais eu lieu, à savoir une fight Rossi-Lorenzo pour la gagne. Bon, ça va durer 30 secondes cette perspective, hein, parce que la piste s'assèche tellement qu'il faut très vite penser à changer de moto pour repasser en slick. Sinon les pneus pluie se détruisent. À ce jeu-là, c'est Marquez le plus fort. Il rétrograde très vite, hein, en un demi-tour à la 7ème place. Il s'arrête dans le 2e tour, si je dis pas d'annerie, pour changer de moto. En même temps que Folger. Panique dans la pit lane parce que toutes les motos ne sont pas prêtes pour la config sèche. C'est le cas pour Ducati. Ça a été le cas aussi pour Tech 3, puisque Folger a fait ce qu'on maintenant on peut qualifier d'un ride-through, puisque quand il s'est arrêté pour changer de bécane, personne n'était prêt. Il est reparti pour rechanger ensuite. Donc c'est course perdue. Même top quelque chose perdu. Tu courras, ça te fera ton stage de formation. Truc pas drôle, Iannone perd l'avant parce qu'il manque de se manger Alès Espargaro qui repart de chez Aprilia après son swap. Oui. Le dit Espargaro qui est a priori pas forcément à blâmer parce que vu comment ça arrive et comment ça se croise, il fallait que ça arrive. Hein. Bah, il doit rendre 3 places. C'est pas... Moi au début quand je voyais rendre 3 places, je pensais que c'était à la fin, il t'enlève 3 places. Non, il faut qu'il attende les mecs. Et donc si les mecs sont à 30 km, bah c'est ce qu'il a dit en interview, bah limite tu te mets au point mort et t'attends qu'ils arrivent. Là c'est vraiment un crève-cœur, encore plus que se taper 3 places sur la grille. On a cité la panique dans la pit lane, ce sera un mauvais titre de série B ou de SAS, mais c'est Lorenzo s'arrête et il perd 10 bonnes secondes bien dodues, hein, en plus de temps perdu les 20 secondes d'un passage au stand. Mais lui au moins, contrairement à Folger, repart avec sa moto. Hein, c'est pas génial, mais c'est moins pire. Alors du coup, je vous le spoil tout de suite, il va être à la cave toute la course, hein, globalement. C'est aussi, je pense, sur le ciboulot, comme on citait avant, Lorenzo est un coureur de ciboulot aussi, beaucoup. Donc je pense que ça a dû complètement le mettre à l'envers. Pour revenir sur Folger, il repart très loin, hein, pour pas dire tout dernier. Le comble de l'horreur, peut-être même derrière Iannone, je ne sais pas. Et oh non. Excusez-moi. Mais après, on verra que dans toute la course, il claque des pendules type Marquez, et que si tu fais un Grand Prix virtuel en enlevant son ride-through, il est sur le podium. C'est pour Charles qui le dit. Donc, il a fait ses petits calculs. C'est pas que moi, hein, avec mon popcorn et ma bière. Rossi retombe dans ses travers. Bon, ses travers, je les aime mieux quand il est en flat track, hein, mais là, son travers, c'est de rentrer trop tard, et 2 tours trop tard. Et oui. Un tour trop tard, t'aurais pu dire oui, mauvaise communication et tout. Non, là, bon, il a dû penser que il y avait à gagner à tourner encore un peu. Mais à ce moment-là, à ce moment où Rossi ne sort pas, Marquez est déjà en train de tourner au moins 10 secondes plus vite, si ce n'est 15. Marquez, ok, il se retrouve en fond de grille, enfin en fond de peloton, mais comme on l'a cité, 10 secondes autour, ça valait le coup visiblement, et l'histoire le montrera. Donc c'était un coup de maître pour Marquez, ça me fait mal de le dire, mais c'est bien joué. Donc il va très vite bouffer tout le monde, il n'y a pas d'autre mot, parce que outre d'avoir les bons pneus, il est extrêmement fort, donc dès le premier tour, il est dedans. Ça fait un espèce de top 3 momentané qui est assez rigolo, parce que tu as Marquez suivi de Redding, qui est dans le dur, Redding. En ce moment, hein, aller chez Spargaro, qui est pas non plus ultra à la fête chez Aprilia. C'est pas Sam Loves, mais bon, c'est pas si facile, quoi. Et Abraham, le local de l'étape, qui est 4. Alors Rossi, quand il ressort après ses errances de changement de bécane, se retrouve 13e, et Vignales 10e. Baz, lui, il a moins mal joué le coup, même s'il a, je crois, percuté plus ou moins un de ses mécanos, j'ai pas tout compris, mais il est 11e. Quand il ressort dans le tas. Et après, c'est un peu débridé, avec tout le monde qui se double dans tous les sens. Le temps que le rythme s'établisse, c'est un peu le bazar. Voilà. Mais t'as quand même, en gros, c'est un peu comme l'Allemagne, à la fin c'est elle qui gagne en foot. Là, tu vois quand même les gros qui remontent comme l'huile dans le pétrole. Oui. T'as Pedrosa qui tarde pas à se pointer dans le top 3. Et finalement, même ceux qui sont loin remontent avec le même rythme, ce qui fait que t'as un Vignales qui va remonter en même temps que Rossi quasiment au même rythme, au dépassement près, hein, parce qu'il y a certaines Ducati qui sont pas faciles à doubler pour Rossi. Et Zarco est un peu moins flamboyant parce qu'il est 15 et pendant un bout de temps il sera bloqué. Tout ce dont on est en train de parler, c'est pendant que Marquez est à 30 secondes d'avance. Donc il peut limite lire le journal et se faire une manucure. Il aurait pu faire le plein.
Ouais, je pense qu'il recolle ses autocollants qui tiennent pas bien. Et celui qui se montre outre au qualif, c'est Rins, parce que il est neuf, ce qui est super bien pour lui. Aller chez Spargaro, un peu comme les chats qui essayent de se rattraper avec les griffes, mais c'est du métal. Il dégringole, il glisse petit à petit. Bautista chute, j'ai pas trop vu, ça m'a l'air d'être une chute classique. Enfin, j'ai vu sa chute, mais ça a l'air d'être du normal entre guillemets. Enfin, la perte de l'avant parce que tu forces, un peu comme va faire base plus tard malheureusement. Moi aussi, je pensais qu'il allait encore faire qu'il allait faire un résultat du style dans les 10 quoi, genre le truc la loose ultime, mais il remonte quand même assez vaillamment, j'ai trouvé. C'est pas parce que c'est lui, hein. Ou c'est peut-être parce que je regardais que je trouvais que c'était vaillant. Mais Vignales aussi, dans la série des vaillants, il tarde pas à remonter 5ème. Bon, les deux Honda se font toujours plaisir, hein, mais surtout Marquez. Vignales va finir par remonter 3, et Rossi va être longtemps en train de galérer à essayer de choper Crutchlow, et il va y arriver dans le dernier tour pour venir faire 4. Crutchlow 5. Et Dovi 6. Pourquoi je cite Dovi? Parce que faut pas oublier que il fait partie des prétendants, même si on le voit plus sur le tableau parce qu'il est plus dans le top 3, mais il est pas là. Lorenzo passe son temps à la cave comme souvent. Bon là, il a des circonstances atténuantes. Enfin, je sais pas honnêtement, à part le mental, hein, s'il avait d'autres problèmes. En tout cas, pour revenir sur Marquez, il les a bien eus. Bon, on peut dire ça comme ça. Il s'est clairement laissé glisser loin pour que aucun des top pilotes ne le voit sortir. Cette théorie de pied de comptoir est étayée par Vignales lui-même, qui dans une interview dit « Si j'avais vu Marquez sortir, je l'aurais suivi direct ». Parce qu'il a quand même la réputation de savoir un peu lire la piste et le moment où changer ses pneus. Ah bah oui. Et j'aime la sortie de Crutchlow sur ce sujet, puisque il a vu quand même, je sais pas en tournant la tête ou quoi, Marquez sortir, parce qu'à ce moment-là, sauf erreur de ma part, il était devant quand même Crutchlow, et il a vu que Marquez sortait, et il a employé ce terme « He has outfoxed us », c'est-à-dire du fox, le renard, il nous a fait le goupil quoi. Je crois qu'en plus il l'a qualifié amicalement d'un petit enfoiré, genre bastard, en mode sacré toi quoi, avec la petite bourrade de l'épaule. Pour revenir sur les déclarations d'après-course, on a notre Hervé Poncharal national. Je cite in extenso, on a été mauvais, donc 3 mauvais hein, quand même, sur le bike swap de Folger. Il cherche pas d'excuses, hein, il dit on devait être prêt, on l'était pas. Donc là, une pierre dans le jardin de l'équipe. Et alors c'est assez rare pour être signalé, il charge un petit peu même beaucoup, puisque c'est franc et massif, Zarco, en disant que ouais, Zarco a fait une erreur. Quand bien même ils s'entêtent à vouloir rouler un tour de trop, c'est cool. Hein, ça passe encore, je veux dire. Mais encore une fois, des mots de Poncharal qui dit quand Zarco voit aussi sortir, il peut pas ne pas sortir, puisqu'il est obligé de se calquer sur les gens qui savent quoi. Et il l'a pas fait. Oui. Alors après, ça n'a pas été une passe d'armes entre Zarco et Poncharal, mais c'est juste un moment où Zarco, dans une interview, dit c'est vrai que quand je vois Rossi sortir, je sors pas parce que à ce moment-là, je crois que c'est le meilleur truc à faire. Parce qu'évidemment, nous, on voit tout le monde qui est sorti, on voit les temps, mais lui, il est dans son casque, et il a beau être pas noté, il pense à ce moment-là que c'est la bonne chose. Ouais. C'est pas le roi du choix au niveau des bike swaps, parce qu'avec Assen, ça n'a pas réussi non plus, mais fois, hein. Voilà, bon, après, n'oublions pas qu'il est rookie. Ouais. Voilà. On en parlait un petit peu en préparant ce podcast. Moi, je l'appelle un peu le Grand Prix de moto façon Formule 1. À savoir, ça se gagne et ça se perd dans les stands. Surtout, ça se perd. Ouais, ça se perd. Et ça m'a un peu frustré, encore une fois. Et avec un Rossi qui fait 4, il sauve les meubles. Oui. Donc, je vais pas commencer à chouiner, à grincer, mais la notion de perte dans les stands, ça me va pas bien, mais en même temps, on va pas demander mon avis. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, parce que c'est pas facile à comprendre non plus. En fait, j'ai peut-être un coefficient intellectuel limité, mais quand tu regardes ce qui est en train de se passer, t'es pas sûr de comprendre vraiment tout. C'est un peu comme. C'est le bazar. Voilà, le temps que ça se remette en place, que ça se tamise. Faut le temps que le shaker, voilà, c'est comme le Bogle, je sais pas si tu connais ce jeu des années 80, le Bogle. Oui. Tu secoues les lettres et puis t'attends qu'elles tombent dans les cases. Voilà. Oh, ça restait plaisant à suivre quand même. Ouais. Ne nous plaignons pas. Mais étrange, voilà, je cherchais le terme. Mais bon, c'est voilà, Marquez, il est fort. En fait, ce qui m'a surtout déstabilisé, c'est le très peu de temps que tu passes sur la première phase séchante. Elle était tellement courte cette phase séchante que ça donne l'impression, tu sais,
de faire un départ de 100 mètres, mais de foutre des coups de latte aux mecs au moment où ils sont dans les starting blocks. C'est la punition, quoi. Autant la fin de la Moto 2, c'était 6 tours, c'était bizarre. Là, c'est un départ dans des conditions qui font que t'es... Et évidemment qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Tu pouvais pas partir en slick au moment de partir. Bah, non, tu peux pas partir en slick, puisque de toute façon, la commission de course a déclaré que c'était wet. Voilà, mais en fait, t'es en train de partir pour juste changer après, quoi. Exactement. C'est forcément quelque chose qu'ils ont planifié avant le départ pour le tour de reconnaissance. Le plus tard où ils peuvent le décider, c'est à ce moment-là. On va faire un petit point championnat. Donc en Moto 3, Mir qui gagne, forcément, il reprend un petit peu d'avance. 190 points. Fenati deuxième avec 148. Et Canet troisième avec 126. En Moto 2, on a Morbidelli 182. Lutti deuxième 165. Donc l'écart se réduit à 17 points. Et on a Marquez et Oliveira qui sont troisième avec le même nombre de points, 133. En MotoGP, on a Marquez en tête avec 154. Viñales 240 et troisième Dovi 133, Rossi avec 132 quatrième. Zarco est 6 au championnat, il est un des premiers rookies, toujours devant Folger, son coéquipier. Alors un petit point Frenchy, on avait Gintoli qui courait en British Superbike à Thruxton. Week-end pas si mauvais que ça puisqu'il fait 10e et 8e, donc 2 top 10, c'est pas mal. Et on va se retrouver très très vite pour le Grand Prix d'Autriche. Andrea Iannone versteht es immer wieder uns zu überraschen. Wenn wir glauben, er ist gereift, dann fällt er wieder in alte Muster zurück. Wenn wir glauben, Dovi hätte ich es auch gegönnt, hat auch lange genug keinen Grand Prix mehr gewonnen, aber Iannone war heute einfach stärker, einfach schneller mit 28 Sekunden und verdienter Sieger für mich absolut. Tu sais mon goût pour les sponsors. Oui. Je découvre en plus un nouveau sponsor, c'est le Grand Prix Nero Giardini d'Autriche. Alors, est-ce que... qu'est-ce que c'est cette merde? Excuse-moi, alors là je suis obligé de le dire, hein, mauvais point, gros mot et tout. A priori, Nero Giardini, c'est un truc de vêtements. C'est un peu, voilà, les 3 Suisses, quoi. Ah bon? C'est, cool. Google m'a dit ça, hein. Google, ouais, j'ai pas trouvé autre chose sur Nero Giardini. C'était des pompes. Oui, un vêtement pompe, c'est du c'est Sarenza, quoi. Bon, voilà. Ouais, il faut en citer une troisième, donc 3 Suisses. Zalando, ouais, comme ça, les trucs, quoi. Sorti 3. Non, après c'est bien, c'est cool, faut s'habiller et tout, mais honnêtement, là je vais faire mon connard, mais ça fait penser à la Ligue 1 Conforama ou à la Coupe de la Ligue Bricomarché, quoi. Il y a un moment, ça te gâche un tout petit peu de ton plaisir, de ton rendez-vous de bouffe du week-end, de se le voir sponsorisé par des marques improbables. Enfin bon. Ouais. Hein, c'est le pognon, il faut bien qu'ils viennent de quelque part en même temps. Voilà. Hein, on va pas prendre la main, hein, attention. Mais je te parle du mec sur son canapé. Hein, je suis bien content que les Grands Prix se courent. Donc, tant toi tu payes ton abonnement MotoGP, moi je paye mon abonnement Eurosport. Hein. Excusez-moi, hein. Enfin bon, avec nos impôts. Ça y est, depuis le début, j'avais pas trop fait de Radio Bistrot, mais là on y est. Là. Non, alors. Redevenons sérieux, ce n'était qu'une boutade. On parle donc, résumons-nous, hein, du Grand Prix d'Autriche, mais je suis obligé de parler de l'éléphant qui est au milieu de la pièce tout de suite. C'est Red Bull en fait, hein, le taulier, hein, parce que c'est le circuit Red Bull Ring sur lequel il se court. Donc tu vois, c'est l'espèce de poupée gigogne du sponsoring, parce qu'on est sur le Red Bull Ring. Oui, ouais. Hein. Ils n'ont pas besoin de payer le Grand Prix, puisque de toute façon, c'est à eux. Hein. C'est tonton Red Bull qui a racheté. Ouais. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est pas du sponsoring à la Hôtel Accor, Arena, Bercy. Là. Non, là, c'est le rendez-vous MotoGP est ultra récent. Alors, je parle de l'ère Rossi, hein, comme on aime à le dire, parce que le retour en Autriche du MotoGP s'est fait en 2016. Faut pas être grand clair pour comprendre que c'était l'année dernière. Et le MotoGP a été absent depuis 1997, autant dire une éternité, même pour les vieux que nous sommes. Alors un petit peu d'histoire, hein, un peu la Jean-Paul Olivier en queue de peloton du Tour de France. De 71 à 94, le GP d'Autriche courait au Salzburg Ring. Seulement sur 2 années, 96-97, visiblement en 95 il y avait eu une césure, et ça a couru au A1, je suppose que c'était une marque Ring, A1 Ring, l'Österreich Ring, qui est l'ancêtre du Red Bull Ring qu'on connaît. Parce que ce tracé était quasiment le même, mais il avait été modifié pour satisfaire à l'évolution des F1, parce que les vitesses, les freinages, les zones de dépassement, ça n'allait plus. Il avait été question de le modifier en profondeur.
Donc ça n'y courait plus depuis fin des années 90, la F1. Ouais. Ils ont commencé, comme dans tout bon chantier, à tout péter. Sauf qu'ils se sont arrêtés au milieu, il y avait plus un troquet, plus une mobilette, rien. Enfin, il y avait plus de stand, plus rien. Ouais. C'était pas capable d'accueillir une compète. Et l'homme a découvert la boisson énergétique. Et voilà, parce que donc le début des modifs 2004, et pendant plusieurs années, c'est resté en chantier. Il y a eu quelques repreneurs plus ou moins sérieux, et c'est Red Bull qui a allongé les bifetons pour finir par re-signer le DTM, qui a priori est quand même assez populaire. Ah oui. Et la F2, puis le MotoGP avec un retour du MotoGP en 2016. C'est Red Bull qui a allongé et c'est donc leur circuit vraiment plus que du sponsoring, ce qui leur appartient. Ah oui. Je pense que ce n'est pas que du mécénat, je suppose qu'ils doivent avoir un modèle économique un peu comme quand le quota, tu sais aux États-Unis, on en a parlé, ils font beaucoup de tractations pour à toi à moi, faut que ce soit rentable. C'est pas comme les JO où tu acceptes de perdre de l'argent, a priori, c'est que tu as intérêt à en gagner. Parlons de choses quand même qui nous intéressent plus, enfin moi perso, c'est le tracé, 4 km 3, donc il est dans la norme des circuits pas longs. Et toujours de la petite ligne droite, 630 mètres de ligne droite, mais ce qu'on peut voir en regardant le tracé, c'est que dès le T1, tout de suite après le T1, t'as une courbe méga rapide qui ressemble aussi à une ligne droite qui fait la même longueur. Mais bon, c'est quand même comme si t'avais deux lignes droites de 600 mètres séparées par un angle droit. Et il fait partie de la sainte famille des circuits à fort dénivelé, parce qu'il annonce fièrement ses 65 mètres de dénivelé, comme ceux qu'on a précédemment évoqués, le Mugello, le Sachsenring et Brno, qui sont sévèrement Brno. quel jeu de mots incroyable. Alors, le record du Tour, Iannone, parce que cette année-là, dans savoir l'année dernière, il avait gazé à mort. Il a tout, quand tu regardes dans le récapitulatif, top speed, record du Tour, victoire, oui, c'était la victoire. On peut revenir sur l'année dernière, parce que c'est la seule qu'on a à se mettre sous la dent. C'était une grosse course Ducati, parce que c'est Iannone Dovi. Donc on peut aussi en déduire qu'il n'y avait pas eu de strike, puisqu'ils sont sur le podium. Et Lorenzo a fait 3. Bon, mais c'était un autre Lorenzo, parce que c'était une autre moto, donc un autre mental. Pour le palmarès des contemporains de la Rossi, Zob, non, pas, puisque ça a commencé l'année dernière, mais ça rend le truc intéressant aussi, parce que c'est un circuit vierge de tout truc préconçu, c'est pas le quota de Marquez, donc on est fort impatient que ça arrive, et ça tombe bien que ce soit ce week-end, puisque on enquille. Ça se court le 13 août. On a fait le petit tour de ce Grand Prix de République tchèque et on vous a parlé aussi de l'Autriche. On va vous dire à la prochaine. On se dit à bientôt. Ciao. Kennst du die Perle Tirols, das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl, umrankt von Bergen, so friedlich und still, ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn, ja, das ist Kufstein am grünen Inn.